Comment ils vont, les gens que vous rencontrez? Parce que ces déplacés, ils ont vécu des choses horribles aussi. Alors déjà, ils ont vécu des choses horribles. Au début, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont arrivés dans les hôtels, étrangement, comme ils ont eu un accueil qui est incroyable, donc il y a eu comme une sorte de pic d'adrénaline où justement ils étaient heureux, ils étaient contents, il y avait quelque chose de très fort. Moi j'y étais aussi au début et il y avait quelque chose qui se passait dans ces hôtels-là qui était juste extraordinaire, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais très vite on a senti que ça redescendait. Et ça redescendait parce que il y a personne aujourd'hui qui peut leur dire quand est-ce qu'ils vont retourner chez eux. Ça redescendait parce que ils ont perdu leur travail. Parce que les enfants, alors là les enfants sont déplacés dans les écoles à Tel Aviv ou dans le centre, donc ça va déjà un petit peu mieux. Mais là leur vie s'est arrêtée, ils sont avec le traumatisme. C'est-à-dire qu'en fait quand vous avez un traumatisme qui est de cette ampleur, ce qu'il faut faire, et tous les spécialistes de traumatisme, tous les psychiatres disent une chose: bougez et soyez dans l'action. Faites des choses, même retournez au travail. Mais là, en fait, non. Ils restent sur place. Et avec une psychologue avec qui on était dans un hôtel, on leur a dit à l'hôtel, surtout, donnez-leur des activités. Après 2 semaines, c'est fini. Ils sont plus dans un hôtel, ils sont dans un kibbutz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent agir, ils doivent faire à manger, ils doivent laver l'hôtel, ils doivent faire le ménage, ils doivent faire plein de choses où eux vont se sentir actifs, même chercher du travail en dehors. Parce que, et c'est peut-être ce qui s'est passé, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur cette personne qui s'est suicidée, mais en fait, attendre comme ça et être face au traumatisme, le traumatisme, il vous emporte si vous n'êtes pas active. Et le fait de ne pas avoir de perspective aujourd'hui d'avenir sur quand est-ce qu'ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que vraiment on va réussir à se débarrasser du Hamas? Est-ce qu'on va y retourner puis ça se trouve dans 5 ans on va vivre la même chose? Pour eux, c'est terrible. Donc oui, peut-être qu'il y a eu... Ce qui revient dans les discussions que vous avez avec eux, c'est qu'ils ne retourneront pas chez eux tant que le Hamas n'est pas éliminé, tant que la menace n'est pas éradiquée. Mais je pense que pour beaucoup, sur ce qu'ils me disent, c'est que même si le Hamas est éliminé, ils ne rentreront pas chez eux. C'est-à-dire que c'est fini pour le Sud. Je dis pas ça pour tout le monde. Il y a des personnes qui disent non, on va y retourner, on attend le bon moment. Voilà. Mais une partie des patients que j'ai eus dans les hôtels, ils disent on va pas y retourner. C'est fini. Il y a une limite à tout ça. On a déjà donné, ça fait depuis des années qu'on a les missiles, qu'on fait rien, que le gouvernement ne fait rien, qu'on est en train de tout se prendre. Là, c'est trop. Sarah, est-ce qu'ils ont l'impression d'être les oubliés des gouvernements successifs? Il n'est pas question là de faire de la politique, évidemment. Mais est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir été oubliés? Mais bien sûr. Et surtout que lorsque vous leur parlez de ce qui vient de leur arriver, eux vous parlent de cet événement, mais ils vous parlent de tous les autres événements. Et ils vous disent que ils se sont, mais bien sûr, et qu'ils ont attendu. C'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est bon, là, c'est dépassé la limite à un moment, c'est trop. Donc non, on n'y retourne pas. Donc ils vont peut-être aller ailleurs, dans le nord, dans le centre, peu importe. Mais il y en a qui n'y retourneront pas. Alors si on fait un instant de la cartographie de ces déplacés, Myriam, on a 200 000 personnes à peu près, hein, grosso modo, c'est le chiffre, qui ont été évacuées des 5 km au nord et de 5 à 7 km au sud. Ça représente une barrière sur 80 km au nord, 60 km au sud. Ça représente 800 km², cette histoire. C'est énorme. C'est énorme. Il faut rappeler qu'Israël, ça fait 27 000 carrés en tout et pour tout, en comprenant la Judée et Samarie. Donc on comprend bien que c'est beaucoup. Et donc on perdrait 800 km² de territoire, ou en tout cas, il serait laissé abandonné, et on le comprend bien sans le juger, par des habitants qui n'auraient pas envie d'y retourner. C'est tout à fait compréhensible. Vous savez, je pense que ce qu'on vit depuis plus de 50 jours maintenant est extrêmement traumatisant. Et puis c'est extrêmement rapide. Il y a des séquences qui se succèdent extrêmement rapidement. Quand le centre tout entier, quand on était dans le choc immédiat après les attaques et qu'on était sous la menace des requêtes en permanence, etc., il y avait un sentiment très fort dans la population, il faut se battre, on y va jusqu'au bout, etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, justement, les évacuer, c'était plus facile pour eux à ce moment-là, parce qu'ils avaient l'impression que, ok, on est là pendant quelques semaines, le temps des combats, et tout le monde est avec nous, et voilà. Maintenant, on est dans une séquence différente. La question des otages a pris beaucoup plus de place dans le discours public, dans les médias, c'est normal, hein, c'est le rôle de ces familles-là de mettre en avant ce que vivent leurs proches, mais du coup, effectivement, les évacués, eux, ils ne font pas de campagne avec les rubans, avec les posters, ils sont pas dans cette même démarche-là, ils vont pas à l'étranger pour dire, regardez. Et puis on peut se poser la question, Nathalie, je rajoute encore une dernière chose, on nous parle énormément des déplacés dans la bande de Gaza, les camions de l'ONU, si vous voulez, symboliquement, ils devraient arriver aussi en Israël pour tous ces gens-là qui ne sont pas chez eux et qui n'ont pas les moyens. Mais c'est une question aussi de reconnaissance à la fois symbolique et médiatique.